Tristan, il y a un record du monde sur marathon qui m'impressionne, franchement, qui m'impressionne tellement, parce que j'ai l'impression qu'il est irréel. Je sais pas si tu as une idée, je sais pas si quoi. 2h01 et quelques. Non, bah justement, c'est ça le plus curieux, c'est que c'est pas le C'est pas record celui du qui monde de t'intéresse. Kipchoge. C'est pas lui. Franchement, à côté, Le Kiptoum. c'est easy. Tu Ok. vois. Limite, vraiment, il me paraît beaucoup plus réaliste Attention à ce que tu vas dire. que ce record-là. T'as pas d'idée? Non, Je vais te donner un petit indice. Est-ce que tu connais le coureur américain Wesley Paul? Non. Ça te dit rien? Non, vas-y, il a couru avec quoi? Alors, En quoi? Dans quoi? Sur quoi? moi, ça m'impressionne pas, les trucs Sous quoi? en combinaison, en machin, ou en costume cravate. C'est pas les records qui m'impressionnent, surtout comparé à un record de Kipchoge. Wesley, il détient un record du monde assez incroyable sur marathon qu'il a décroché en 1978 lors du marathon de Huntsville, qui est en Alabama. Voilà, un très beau coin. Son chrono, 2h56 et 57 secondes. Tu vas me dire, c'est un temps, ça prend 3 heures, mais c'est pas non plus assez fou, tu vois, c'est pas le plus hardcore. Mais ce qui rend pour moi ce record complètement dingue, c'est que Wesley, il avait seulement 9 ans lorsqu'il a réalisé ce chrono. Il détient donc le record du monde sur marathon, catégorie moins de 10 ans, Ok. 2h56-57. C'est un truc de malade quand même, non? C'est pas à reproduire à la maison, mais oui, je comprends pourquoi tu es comme ça. Ok. Franchement, moi, ça m'a assez sidéré. Et alors, son histoire, elle est aussi un petit peu incroyable à notre Wesley. Tu vas voir. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Wesley, c'était pas son premier marathon quand il a battu ce record du monde. À 8 ans, la première fois qu'il fait un marathon, c'est lors du marathon de New York. Et il le fait à 8 ans. Hein. Il le fait en 3h00 et 39 minutes, un chrono qui fait déjà 39 secondes? ouais, Ok. 3h00 et 39 secondes. Donc déjà, à 8 ans, le mec, il te fait quasiment moins de 3 heures. Quoi. Avec ses petites jambes musclées. C'est assez dingue. Alors, ça paraît fou aujourd'hui de dire ça, mais ce qu'il faut savoir, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas courir un marathon si tu as moins de 18 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les premières années du marathon de New York, tu as 75 enfants de 8 à 13 ans qui couraient le marathon de New York. En fait, dans les années 70, ça choquait personne de voir des enfants courir. En fait, Ok. C'était banal, quoi, tu vois. Ok, parce qu'en plus, il devait y avoir pas autant de coureurs qu'aujourd'hui. Donc, Non, il n'y en avait que 4000, tu vois. 75 sur 4000. Ouais. Non, tu vois. Aujourd'hui, ça ferait 750 enfants qui se baladent dans les rues de New York. Mais c'est quand même fou. Alors, ça doit aussi faire, s'il y a des profs de PS qui nous écoutent, ils doivent trouver ça assez drôle parce que je sais qu'il y a des fois des parents qui viennent les voir parce qu'ils s'inquiètent parce que leur enfant a couru 5 km et ils se disent « Mais vous êtes fou, mon enfant, 5 km, c'est beaucoup trop. » Donc là, franchement, c'est assez dingue. Belle anecdote. Alors, après, évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il avait des qualités naturelles de vitesse? Est-ce que s'il avait fait de la piste en étant enfant, est-ce qu'il aurait peut-être En étant été plus enfant que... Non, plus enfant. Est-ce s'il avait commencé sur piste plutôt que sur marathon, est-ce qu'il n'aurait pas développé quand même plus de qualité? Il a quand même un record assez impressionnant, 2h33. D'ailleurs, sur marathon, donc plutôt pas mal. Et d'ailleurs, en 2018, pour la petite histoire, il est retourné au marathon de New York. Il avait 49 ans, voilà, pour un peu la boucle est bouclée. Donc, 40 ans plus tard. Voilà. Alors, il court plus parce qu'il a eu un accident de voiture, donc il a des petits problèmes. Donc, il fait plutôt de la petite distance, mais il a quand même eu une carrière. Voilà, il a fait 2h33. Alors, c'est vrai que ça paraît pas grand-chose de 33 à côté de ce qu'il a fait à 10 ans, mais c'est quand même assez fou. Donc, est-ce que si il avait travaillé sa vitesse, est-ce que s'il était passé par l'école de l'athlète, est-ce qu'il aurait fait une grande carrière? Ça, je sais pas si tu as une réponse. On saura jamais. Écoute, dommage. En tout cas, ça nous renvoie à notre sujet du jour, la vitesse. On va essayer de comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière la vitesse. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler si on fait de la longue distance? Comment est-ce qu'on peut aussi augmenter sa vitesse? Parce que ce n'est pas forcément évident de savoir les bonnes séances pour ça. Et donc, on va essayer de comprendre quelles sont les stratégies pour les coureurs d'endurance. Comment est-ce que la vitesse peut impacter notre technique de course, améliorer notre foulée? Quelles sont aussi les meilleures astuces? Tu vas nous dire tout ça pour booster sa vitesse. Bref, trêve de bavardage, Tristan. Ce que je te propose, c'est qu'on s'installe confortablement dans le salon et qu'on discute de tout ça. Donc, tout ça, ce sont des questions auxquelles je peux répondre, donc c'est parti. On y va. Dans la tête d'un coureur original, la vitesse. Tristan, quand on parle de vitesse et de course à pied, on pense tout de suite à des sprinteurs, à Usain Bolt, à des coureurs peut-être aussi sur piste, allez, du 800 mètres. Mais pour un coureur de fond, concrètement, ça signifie quoi?
selon toi, la vitesse? Et surtout, quels sont les enjeux ou non à développer cette qualité? Tu l'as assez bien résumé. Pour moi, ce que tu as décrit sur le sprint, ça reste une notion de vitesse qu'il ne faut pas éluder. Quand on parle de sprint, quand on passe de vrai effort vraiment très intense, vraiment très rapide, ça reste un aspect de la vitesse. Après, de façon beaucoup plus globale, je pense qu'en sport d'endurance, on utilise le mot vitesse aussi pour définir un peu n'importe quelle vitesse supérieure à notre allure cible. Typiquement, pour un marathonien, l'allure 10 km va être un travail de vitesse, le travail de 5 km, le travail de VMA vont être des travaux de vitesse. Je pense qu'on peut élargir et voilà, vraiment, les deux, on l'appelle ça les deux vitesses, mais en soi, il y a une petite différence qui se fait là-dessus. Et à mon avis, oui, évidemment qu'il y a plein d'enjeux à en retirer et que d'une manière ou d'une autre, on va devoir passer par là. Je pense qu'on va en rediscuter juste après, mais juste pour faire une petite liste sommairement, ne serait-ce que on va parler de tirer, pousser, on va parler, dans la méthodologie d'entraînement, on va parler d'efficacité gestuelle, on va parler de réserve de vitesse, on va parler même d'aspects santé, de contraintes mécaniques. Voilà, donc tous ces aspects-là font que le travail de vitesse, que ce soit la première ou la deuxième définition que j'ai donnée, sont intéressantes. C'est curieux ce que tu dis parce qu'on entend quand même, et beaucoup de gens pensent ça aussi, que le travail de vitesse, c'est surtout crucial dans le fond. Donc je précise qu'on considère que le demi-fond, c'est jusqu'au 3000 mètres, je crois. Tout ce qui est au-dessus de 3000 mètres, c'est du fond. Donc quand je dis course de fond. Et donc on considère souvent que dans la course de fond, c'est surtout crucial pour les courses de 5-10 km. Mais que plus on augmente la distance, plus l'importance de la vitesse de course, elle décroît. Il y a même un vrai débat, tu vois, notamment sur l'ultra-trail. C'est pas rare d'entendre des ultra-trailers, plutôt de l'ancienne école, je le conçois, mais dire que c'est inutile de travailler, par exemple, sa vitesse en ultra-distance, par exemple. Toi, est-ce que tu penses que la vitesse, elle a quand même un rôle crucial à jouer pour tous les coureurs, quelle que soit leur distance? Alors pour moi, oui, le travail de vitesse, l'une ou l'autre définition que j'en ai donnée, a son importance. La seule différence, c'est dans quelle place ça va prendre dans une préparation et où est-ce qu'on va le positionner. Donc là, on revient sur le principe de spécificité. Est-ce que pour un ultra-trailer, faire un travail de vitesse les 2 mois précédant la course, c'est ultra nécessaire? Peut-être pas. À la limite, on peut faire des petits rappels à la limite, mais voilà. Alors que 6 mois avant, potentiellement, oui, là, ça va être intéressant. En fait, ça serait... Je trouve que physiologiquement, c'est ne pas comprendre comment le corps fonctionne, de dire, quand c'est très long, on fait que du très long, et quand c'est rapide, on fait que du très rapide. Je pense que c'est juste une notion de spécificité dans la planification, où plus on se rapproche de la course, plus on a besoin d'être spécifique. De manière très globale, alors je me souviens d'un petit réel de Rémi Rivet qui mettait justement en parallèle, ou plutôt face à face, la vitesse à plat et la vitesse en pente, puisqu'on parle d'ultra-trail. En côte, ouais. Et il disait que justement, jusqu'à 20%, en fait, la vitesse, 20%, c'est une belle côte déjà, la vitesse était quasiment corrélée de façon linéaire. Donc, plus on va vite à plat, plus on va vite en pente. Et quand on veut courir plus vite à plat, bizarrement, on fait de la vitesse. Donc, s'il y a une corrélation aussi nette, ça serait bizarre de ne pas vouloir faire de la vitesse alors qu'on fait du trail. C'est l'une des raisons qui montre que être spécifique, c'est bien. Mais parfois, ça nous fait des raisonnements. Moi, j'aime bien dire, en fait, si on fait ça, on s'entraîne comme en 1900. Parce qu'en fait, en 1900, c'était ça. C'est quoi la contrainte? Ok, du coup, je vais me contraindre avec cette contrainte. Il faut faire un marathon. Un marathon, c'est 42 km, donc je cours 42 km à l'entraînement. Et de plus en plus vite et machin. Voilà. Et après, il y a le truc de, c'est quoi mon allure de marathon? Je vais faire le maximum de volume à mon allure marathon sans me blesser. Mais il y a un parallèle que j'aime beaucoup prendre, c'est tu prends des déménageurs. Ça serait comme dire, le meilleur moyen de ne jamais se blesser en déménageant, c'est de faire plein de déménagements. Certes, mais aujourd'hui, il y a tout un aspect travail de renforcement dans le milieu professionnel où on se rend compte que quand les gens vont en salle de musculation et font un travail de renforcement spécifique qui n'est pas du tout spécifique, mais qui est très éloigné des contraintes de leur travail, juste qui est plus analytique, mieux géré, etc. Bizarrement, on se rend compte que faire du déménagement, c'est pas le meilleur moyen de se préserver, mais parfois, c'est sortir de sa pratique pour faire autre chose. Là, c'est un petit peu la même chose, en fait. Après, c'est un peu un secret de polichinelle, c'est-à-dire que évidemment que dans l'ultra-trail, ils savent très bien. De toute façon, c'est une course. C'est-à-dire que le principe d'une course, c'est de passer en premier la ligne d'arrivée.
Voilà, donc mécaniquement, c'est toujours celui qui ira le plus vite, quoi qu'il arrive, qui passera en premier la ligne d'arrivée. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a un tel niveau qui a explosé, une telle densité qui a explosé sur trail. Déjà sur trail court, on le voit sur... les vitesses ils sont tous hyper doués en vitesse. C'est même la plupart des coureurs finalistes, ils pourraient gagner la plupart des 10 km, tellement qu'ils sont extrêmement rapides. Et même sur Ultra Trail, si tu veux, le truc, c'est que sur côte, ils sont tous excellents en côte. Tu vois, j'étais à la Diagonale des Fous, tu prends un Tchoumi ou un Mathieu Blanchard, ils sont tous les deux extrêmement forts, que ce soit en descente, c'est des mecs qui se descendent extrêmement vite, et en côte, ils sont extrêmement forts. Donc forcément, où est-ce que ça va faire la différence ? Ça va être le plus rapide. Et là, ça tournait à l'avantage de Mathieu Blanchard, qui, on sait, a des qualités de vitesse plus naturelles. Donc c'est un petit peu hypocrite, parce que je pense aussi qu'il y a cette culture vitesse est égale route, vitesse est égale chrono, qui, il y a très longtemps, pas si longtemps que ça, mais dans les années 90, début des années 2000, le trail s'est un peu positionné à contre-courant de ces notions-là. Et donc, on n'assume peut-être pas vraiment officiellement, mais bien évidemment que tous les ultra-trailers travaillent leur vitesse. L'idée, c'est pas de dire qu'il faut courir un marathon en 2h10. Évidemment que ça n'a aucun intérêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de courir un marathon en 2h20, 2h25, ça va être compliqué de gagner un UTMB. Et à l'image de Vincent Boyard, qui vient du 3000 mètres steeple, François Daen aussi vient du 3000 mètres steeple, ou Mathieu Blanchard qui a commencé par le marathon, Jim Wemsley vient aussi de la piste. On se rend compte que les profils là changent et que c'est quand même plus des gens qui viennent de la route ou de la piste qui gagnent. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est quand même une réalité. En fait le truc c'est faire du travail de très haute intensité. J'ai pas l'impression que ça devrait être le vrai débat. Alors après il y en a que tu as cité aujourd'hui qui peut-être disent qu'aujourd'hui ils font plus de vitesse mais ont tellement développé leur base de vitesse précédemment qu'en fait ils jouent dessus depuis et donc si tu leur poses la question, oui, j'en fais plus beaucoup, voire pas. Mais en fait, si dans toute ta jeunesse t'en as fait, t'as quand même une belle base que t'as. En fait, il suffit juste de faire un sprint un moment en côte et tu vas réactiver des acquis et du coup, tu l'entretiens juste comme ça. Mais juste pour faire le parallèle, je pense que le trail, puisque c'est le sujet spécifique dont tu as parlé, se positionne en opposition avec la route, en mode ça sert à rien de courir à plat, ça sert à rien de faire des entraînements sur piste, etc. Mais à ce moment-là, ça serait opposer le fait de courir en pente avec le fait de courir à plat. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une corrélation qui était assez bien statistiquement corrélée jusqu'à 20 degrés de pente. Mais à l'inverse, tu as des gens qui courent à plat, qui courent en côte. Ça serait bizarre que ça va que dans un sens et puis dans l'autre, ça serait pas intéressant. Enfin, juste c'est là où les fondements physiologiques surpassent les idéologies, quelque part. On a besoin d'un outil. Si l'outil c'est d'aller sur piste, parce que en fait le trail à un moment il y a des portions plates qui vont nécessiter de courir vite à plat, va falloir s'y coller. Même si t'aimes la nature et que t'as pas envie de faire de piste. C'est sympa aussi la piste de temps en temps. Évidemment, il y a le micro-trottoir. On a demandé à la communauté campus quel était leur rapport avec la vitesse. Est-ce qu'ils pensaient, comment est-ce qu'on faisait pour l'optimiser ? Est-ce qu'ils avaient des petites séances ? Parce que l'idée, c'est que tu nous expliques comment, dans cet épisode, on booste notre vitesse. Ils vont révéler tous mes secrets. Voilà, donc c'est des infiltrés. Donc, ils vont pouvoir nous donner des informations. Et écoute, tu sais de quel côté on va ? Et on va quitter le territoire hexagonal. On va quitter la France. On va aller voir nos cousins suisses. On va en Lausanne. Donc, puis moi j'en profite quand même pour saluer tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis la Suisse et puis aussi même du Benelux. On a aussi nos amis belges qu'on peut saluer. Et écoute, je te propose qu'on écoute cette petite communauté de Lausanne chez Campus. Avec plaisir. C'est parti. Salut Guillaume, nous sommes aujourd'hui à Lausanne avec les membres du groupe de course Campus. Alors Thibaut, est-ce que tu fais des séances spécifiques pour améliorer ta vitesse ? Oui, je fais des séances spécifiques pour améliorer ma vitesse. Mais ce que je vois surtout de ce que j'ai constaté avec l'expérience sur 2 prépas marathon, c'est que généralement elles sont en début de prépa. Et avec des séances principalement centrées sur de la VMA ou du seuil. Alors oui, je fais quelques séances de fractionné pour améliorer ma vitesse, donc du seuil 30, de la VMA, quelques petits sprints. Et puis généralement ça marche assez bien. Quelle est ta séance d'intervalle préférée et pourquoi ? Alors il y a une séance qui m'a particulièrement marqué là sur la dernière prépa que j'ai faite. C'était une séance de 40 fois 1 minute récup 30 secondes au seuil. Et puis j'ai le sentiment que ça m'a quand même permis de passer un cap. Alors peut-être pas forcément spécifiquement au niveau de la vitesse,
mais peut-être sur les aspects de résistance, que ce soit physique mais aussi mental. Alors si je dois choisir une séance d'intervalle préférée, je dirais que c'est la VMA plus le seuil 30 combinés ensemble, parce qu'on va chercher plus loin, et puis c'est très satisfaisant d'arriver à bout de ces séances, et quand même, elles sont moins compliquées que les séances de côte qu'ils nous proposent sur campus. Penses-tu que ces séances ont réellement amélioré ta vitesse en compétition ou lors de tes sorties? Oui, je remarque que ces séances améliorent progressivement ma vitesse. Même si je ne participe pas encore à vraiment beaucoup de compétitions, je constate que sur mes sorties régulières, je parviens à maintenir un rythme plus élevé et que mes temps sont plus stables. Je ne sais pas si c'est ma vitesse pure qui s'est améliorée. Par contre, je vois quand même des bénéfices non négligeables. Je vois que j'arrive maintenant à courir des EF à fréquence cardiaque équivalente beaucoup plus rapide. Donc je pense qu'au niveau de l'économie de course, la résistance musculaire, ça s'est nettement amélioré. Est-ce que c'est en partie grâce à séance de vitesse? C'est possible parce que j'en ai fait beaucoup plus cette année. Et là sur mon dernier marathon, on va dire que la deuxième partie de course s'est beaucoup mieux passée que lors de ma première expérience, avec beaucoup moins de difficultés pour maintenir les allures sur la fin. Retour au studio. Là, on a des choses intéressantes et on va pouvoir dézoomer sur tout ce qui s'est dit et développer un petit peu. Ce que je retiens là, de ce qu'on a entendu, c'est que finalement, pour développer sa vitesse, en tout cas ces coureurs-là, qui sont très à l'aise, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, eux, la vitesse, ils aiment ça. VMA et seuil. Donc déjà, c'est assez curieux parce que c'est pas forcément des vitesses les plus rapides qu'on peut atteindre en course à pied, mais on va voir ça un peu plus tard. 40 fois une minute. J'ai senti que ça t'a... Mais c'est quoi cette séance de boucher là? C'est vrai, 40 fois une minute, 30 secondes de repos. C'est Zatopek là, on est dans les années 70. Non, couru à la vitesse qu'on peut dire 60 minutes. C'est une grosse séance, c'est pas sur tous les profils. Mais oui, c'est une belle séance de fin de cycle. Je pense qu'il a dû être sur un 3 mois de cycle. Donc ouais, ça se court bien ça. C'est intéressant. On va voir si c'est vraiment intéressant, si c'est ce qu'il faut faire pour développer sa vitesse. Et quelque chose d'intéressant qu'on a entendu à la fin, c'est finalement une personne disait, moi j'ai travaillé ma vitesse et finalement j'ai une meilleure endurance fondamentale. Alors ça paraît un peu contre-intuitif. 100%. Et on va un petit peu le développer. Donc beaucoup de choses. Merci la Suisse. Ils sont carrés. Tu vois, la Suisse, c'est... Ça sent. Tu vois, ça a travaillé ses questions. On dirait presque que ça a révisé parfois. Ça a révisé. C'est pas comme en France. Ils savent pas. Ah bon, faut faire un micro-trottoir. Personne m'a prévenu. C'est quoi les questions? Je suis pas au courant. Là, on voit que ça a été préparé. Ils sont forts les Suisses. Tu vois, on vous adore. Fidèle à ce qu'on dit sur les stéréotypes, il n'y a pas que du faux. C'est vraiment ça. Mais voilà, petit coucou à la Suisse encore. J'adore la Suisse. J'espère qu'on pourra aller au marathon de Genève ou de Lausanne, de Genève. Je crois qu'on dit Genève, mais bon voilà, on vous embrasse en tout cas. Alors, Tristan, pour revenir un petit peu sur cette notion là d'endurance fondamentale, parce que moi ça m'a titillé. Il y a une phrase que j'ai entendue d'un coach qui, moi, ça m'a paru un peu curieux. La vitesse libère le foncier. Et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ultra-trail et pourquoi finalement c'est lié et que c'est bête de le séparer. Mais d'un point de vue biologique, qu'est-ce que ça signifie vraiment exactement? Comment est-ce que travailler sa vitesse peut influencer notre capacité d'endurance? Parce que ça, c'est une notion assez contre-intuitive. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion d'énergétique, de manière générale, donc les processus dans notre corps qui nous permettent de créer de l'énergie sont vraiment pas cloisonnés. On pensait pendant très longtemps que c'était cloisonné, mais ce qui est cloisonné, ça va par exemple être le travail nerveux versus le travail physiologique. Mais au sein de l'énergétique même, en fait, même des efforts très intenses peuvent avoir des effets très positifs sur des vitesses beaucoup plus basses. Je te donne un exemple. Je pense à toutes les études qui ont été faites sur les répétitions de sprint, où on voit que sur des efforts de 6-10 secondes maximum, donc là on est sur la première définition de la vitesse que j'ai donnée, c'est vraiment 10 secondes à fond et on prend 3, 4, 5, 6 minutes de récupération. Même ces entraînements-là ont d'énormes bénéfices sur le développement de la VO2 max, alors que pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait donner comme entraînement quand on dit qu'est-ce que je veux développer pour développer ma VO2 max. C'est pour ça que typiquement, alors ça n'a pas que ça comme intérêt, mais tu vois, c'est pour bien mettre en avant que tout n'est pas cloisonné. En vélo, ça, typiquement, c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans la première partie de saison, où les gens vont faire souvent beaucoup d'endurance, beaucoup de basse intensité. Il y a aussi beaucoup de sprint
faits souvent sous forme ludique avec des sprints aux pancartes, etc. Mais qui font que sur une séance, on va vite faire 5, 6, 7, 8, 9 répétitions de sprint, vraiment au max, et ce qui va entretenir des qualités physiques sans avoir de grosses séances de 40 fois une minute, ça va faire, dont on a entendu parler tout à l'heure. Donc 60 fois 400. ouais. Et encore, là, tu vois, on est vraiment sur le plus extrême du spectre. Si tu commences à aller sur des séances VMA ou des séances de ce qu'on appelle seuil 30, mais qui est l'allure que tu peux tenir sur 30 minutes, qui sont dans la deuxième partie de la définition de la vitesse, qui est juste des allures qui sont plus rapides que l'heure 10 km, plus rapides que l'heure semi, plus rapides que l'heure marathon. Donc qui, dans un certain sens, font partie du travail de vitesse. Sur ces vitesses-là, c'est juste un travail physiologique général où on développe sa capacité aérobie, on pourrait dire, on développe son niveau d'endurance, sa performance en endurance, et donc forcément, ça va se répercuter plus tard. En fait, c'est comme s'il y avait une cascade. Tu travailles ton allure 1500, ça cascade jusqu'à 5000, 10 000, Ça 21, ruisselle. exactement. Donc, parce que encore une fois, toutes les filières énergétiques ne sont pas cloisonnées. Quand tu vas en activer une, en fait, en réalité, il y a un effet cascade sur toutes les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on pourrait dire sur le fait de libérer la vitesse, Le foncier. le foncier, excuse-moi, que la vitesse libère le foncier, justement. Si j'essaye de faire des théories, parce qu'au final... Ou le foncier libère aussi la vitesse, parce qu'il y a beaucoup de gens sur marathon, ils sont prépa marathon, ils peuvent péter leur record sur 10 km. Donc, exact. c'est pour ça que tu disais que c'est vrai que tout est corrélé, en fait. Exact. Mais si j'essaie de me projeter, parce que ça n'a jamais été théorisé en tant que tel, on pourrait dire que le fait qu'à très haute vitesse, on augmente nos impacts. Donc, quelque part, on crée des adaptations où peut-être que là où quand on fait que du footing ou que de l'allure marathon, que des allures plutôt lentes, c'est assez facile, surtout avec des chaussures maximalistes, de ne pas être très actif au niveau de son appui. Et le fait d'aller vers des très hautes vitesses, ça permet peut-être de développer des qualités qui ensuite vont nous permettre d'être plus actifs, donc vont renforcer nos structures, nos tendons, nos muscles, etc. Ce qui pourrait permettre, encore une fois, d'avoir un parallèle où quand tu entraînes des structures à être très résistants sur des durées assez courtes, tu as aussi une répercussion sur la courbe de Wöhler où ça va aussi améliorer leur résistance sur des durées plus longues. Donc typiquement, tu peux très vite atteindre des durées un peu plus longues parce que tu es plus fort, plus renforcé mécaniquement au niveau de tes tissus, et donc t'encaisses mieux ce volume-là, et quelque part on pourrait dire ça. Troisième petit point, là on est purement en mathématiques, si tu fais ce travail de vitesse, de sprint, de VMA, de seuil 30, quelque part ça va améliorer forcément ta VMA, tu vois, parce que la VMA, si on l'a définit, on a fait un épisode dessus, mais on va dire notre allure 1500 mètres, puisque, on va faire vite. Si tu travailles ton allure 1500 mètres, ça va améliorer ton allure 10 km, ça va améliorer aussi tout ce qu'il y a entre les deux. Typiquement, ton allure semi-marathon, ton allure marathon vont représenter un pourcentage de cette vitesse plus faible si cette vitesse augmente. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Donc, typiquement, quand la personne a dit j'ai augmenté mes footings, en fait, c'est peut-être ça. C'est comme tu montes cette vitesse, toutes les autres montent aussi. Et donc, tu as l'impression que ça libère un petit peu ton endurance. C'est les théories que je pourrais donner sur ce point. C'est très, très intéressant. Et c'est là où vraiment on voit tout l'intérêt de l'entraînement et du développement des qualités. Cependant, tu as beaucoup de gens qui disent « Moi, je suis un diesel. Je suis pas fait pour aller vite. Okay. Et c'est vrai que à contrario, tu vois, je prends les coureurs de 800 que je connais bien. Eux, ils adorent les séances sur piste, mais un petit footing, ça les saoule, quoi. Ils aiment pas ça. Ils se traînent et tout. Et on entend parler aussi des fibres, lentes, rapides. Bref, il y a plein de choses qui se disent autour de tout ça. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus prédisposées génétiquement à faire de l'endurance, et donc pour eux, ça sera très très compliqué de développer de la vitesse, et inversement, est-ce qu'il y a des choses où ça bloque, où cette adéquation, cette synergie, elle fonctionne pas? En tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de gens. Plein de gens, moi j'ai entendu dire, mais moi de toute façon je fais pas de vitesse parce que je suis un diesel, et moi je suis bon qu'à partir du 20e kilomètre. Alors, c'est quoi ton avis sur ça? Alors là, il y a deux choses. Premièrement, oui, il y a des gens qui sont plus faits pour être performants sur un type d'effort que sur un autre. Tu as parlé de typologie musculaire. Quand on prend un muscle, en fonction des individus, on va pas avoir les mêmes répartitions entre les types de fibres. Ça, évidemment, ça prédispose. Pareil, on a des profils enzymatiques différents qui en général sont quand même liés. On a un système nerveux qui va être différents aussi. Il y en a qui vont justement pouvoir mettre typiquement des sprinters. Il faut un influx nerveux énorme, et t'en as qui sont pas capables de cet influx-là. Donc ça aussi, ça peut jouer sur le fait d'être
plus ou moins fait pour la vitesse. Évidemment, tout ça en général est lié. Tu n'as pas un qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre. En général, tout a tendance à aller dans le même sens, soit par des faits génétiques, soit par le sport que tu as fait quand tu étais jeune ou adolescent. Donc la génétique joue énormément. En revanche, après, tu es mobile sur le spectre et tu as des profils qui sont au milieu où là, pour le coup, en fonction de ce qu'ils vont faire, ils vont être plutôt l'un, plutôt l'autre. Mais tu as aussi d'autres choses. Par exemple, alors j'aime bien prendre l'exemple de Nico, mon collègue sur campus, où typiquement lui il a commencé par le 800 mètres, il a commencé par le 3000 steeple aussi il me semble, donc énormément de travail de vitesse exclusivement à l'époque et très peu de travail de fond, et en fait il disait moi je suis pas fait pour le fond, mais parce qu'il faisait que de la vitesse. Or de fait physiologiquement il est plutôt fait pour l'endurance, mais juste comme il s'était jamais exposé, il s'en était jamais rendu compte. Et c'est en s'exposant progressivement et parce qu'il s'est essayé sur marathon qu'il a vu qu'en fait, il répondait énormément mieux à ce genre de travail. En fait, il pensait que c'était un médiocre coureur, alors qu'en fait, il était juste pas sur la distance qu'il lui fallait. Et donc, il se disait, je suis un très mauvais coureur avec un profil vitesse, alors qu'en fait, c'était un très bon coureur avec un profil endurance. Juste, il le savait pas. Donc, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Et tu as parlé de, j'ai un profil endurance, donc moi, je fais pas de vitesse. Au contraire. C'est-à-dire que, alors ça dépend ce que tu travailles, ça dépend si évidemment, c'est plus dans les objectifs que je veux faire. Si j'ai un profil très endurant, je sens que je suis un diesel, je vais naturellement m'orienter vers des courses qui vont vers là où naturellement je vais, donc des marathons, des ultra-trails, des trails, voilà, des choses un peu longues où j'ai le temps de m'exprimer. Mais au contraire, c'est-à-dire que pour moi, tu es censé faire plus de vitesse, justement, mais très loin de la course. Encore une fois, il y a une notion de spécificité. Tu vas pas avoir une préparation où tu vas mettre de la vitesse proche de la course, parce qu'au bout d'un moment, il faut jouer sur son point fort aussi. Mais loin de la course, autant jouer sur son point faible, autant en profiter. Là où quelqu'un qui irait sur ce genre de compétition, marathon, ultra-trail, etc., mais qui aurait un profil vitesse, lui, il faudrait beaucoup plus le tordre. Et donc, il faudrait en fait faire une préparation beaucoup plus spécifique. Parce que même s'il réagit bien, on est tellement à l'opposé de ce à quoi il est fait, enfin ce pourquoi il est fait, qu'on serait obligé d'être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus tôt, pour, encore une fois, essayer de tordre son profil, on pourrait dire. Ouais. Après, est-ce qu'il faut travailler sur ses qualités ou travailler sur ses faiblesses ? Ça, c'est aussi un... Ça dépend de ton objectif. Ouais, c'est-à-dire que si ton objectif, encore une fois, quelqu'un qui est fait pour l'endurance, qui fait un marathon, il va jouer sur sa force. Quelqu'un qui est fait pour la vitesse, qui veut quand même faire un marathon, s'il joue sur sa force, c'est très cool, hein. Mais quelque part, il va falloir jouer sur ses faiblesses à un moment parce qu'on n'aura pas le choix. Et puis, on peut travailler sur ses faiblesses sans perdre ses forces. C'est Bien ça sûr. aussi. Et puis après, il y a des distances intermédiaires, genre le 10 km, où on peut être très performant sur 10 km en jouant sur ses forces, en ayant un profil vitesse ou en ayant un profil endurance, typiquement. Non, mais c'est vrai que comme tu as un peu ce discours aussi, la vitesse, ça sert à rien sur le fond, sur l'ultra-fond, qui un peu conforte les gens. Et du coup, parce qu'ils entendent ça, ils pensent qu'ils peuvent devenir des grands ultra. Enfin, voilà, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'informations sur l'intérêt, justement, de développer que l'un nourrit l'autre et inversement. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode-là. Moi, ce que j'aime bien remettre sur le devant de la scène, c'est quand vous êtes des amateurs, attention à pas vous sentir forcément très concerné quand vous entendez des professionnels, des élites qui ont 20 ans d'entraînement derrière eux, prendre des positions sur l'entraînement sans remettre en contexte, eux, leur pratique. Ouais, t'as parlé leur background, ouais. Bah oui, est-ce que tu as parlé de personnes, par exemple, qui ont énormément pratiqué le 3000 steeple. Si cette personne, après avoir fait 10 ans de 3000 steeple, 5 ans plus tard, vient me voir et faire « Ah non, faut surtout pas faire de vitesse, moi j'en fais plus et je suis ultra performant sur trail », cool, mais quelque part il y a des acquis, peut-être laisse-moi la chance de moi essayer de développer ça avant de me dire de pas le faire. Donc il y a tout un contexte et conserver en fait. L'entraînement du coureur amateur, exactement, n'est pas le même que l'entraînement du coureur professionnel, parce que le professionnel s'entraîne depuis longtemps. Le professionnel a extrêmement conscience de ses forces et de ses faiblesses et va individualiser son plan d'entraînement par rapport à ça. Le bon discours, ça serait de dire vis-à-vis de mon passif, de mes forces, et par exemple, moi, les hautes vitesses, j'ai juste besoin d'entretenir, j'ai pas besoin de développer. Donc, moi, je trouve que pour mon profil, c'est après 10 ans d'entraînement, 15 ans d'entraînement, je trouve que c'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps, voire pas de temps du tout à développer mes très hautes vitesses. Là, ok. Mais de là à dire ça sert à rien en ultra trail. Oui.
un peu dithyrambique à mon goût. Tout est toujours une question de contexte, de très personnel. De toute façon, tu peux pas telle compétence ou telle séance ne sert à rien pour tout le monde. Non. Après, je suis d'accord qu'être nuancé, c'est chiant, hein, mais mais quelque part, c'est nécessaire parfois. Quand on parle de vitesse aussi, on entend souvent dire que les jeunes, c'est plus la vitesse, plus tu vieillis, t'es plus fort en endurance. Est-ce que ces adaptations musculaires, ces capacités à développer la vitesse, ça va? Est-ce que par exemple, si on a plus de 40 ans, c'est foutu, on sera jamais rapide? Ou plus de 50 ans. Est-ce qu'il faut être conscient de ça ou on s'en fait peut-être un petit peu trop en cinéma? Alors, faut faire attention aux mots qu'on dit. Est-ce qu'on sera jamais ultra rapide si on n'a jamais travaillé notre vitesse et que on commence à 50 ans? Oui, on sera jamais très rapide. Est-ce qu'on peut être plus rapide? Oui. La vitesse, c'est une qualité qui se développe à n'importe quel âge, surtout si on ne l'a pas développée avant. Donc, faut vraiment faire cette différence-là. Oui, vous ne serez pas le coureur le plus rapide, mais pour autant, ça peut être nécessaire. Surtout s'exposer à des très hauts impacts, ça a énormément de bénéfices quand c'est fait de façon très progressive, parce qu'évidemment, les risques de blessures sur les hauts impacts sont plus directs. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais en tout cas, ils sont plus directs. On sprint, on a mal, on le sait. Alors que parfois, c'est plus insidieux quand on a des vitesses un peu plus lentes. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que quand on est un coureur, 40, 50 ans, si progressivement, par exemple, ne serait-ce que le travail de sprint, puisqu'on est sur un travail de vitesse, pour moi, le travail de sprint est quasiment un travail de santé, j'ai envie de dire. Le fait d'imposer des gros impacts sur son squelette, ça va avoir des gros effets sur la masse musculaire, sur les tendons. En plus, en général, les gens qui font de la course à pied, c'est parce qu'ils n'aiment pas aller à la salle de sport. On sait que les sports de force ont, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, des énormes enjeux de santé. Donc, quelque part, par un moyen détourné, leur mettre de gros impacts, c'est très cool. Et quand bien même il pourrait y avoir des risques de blessures, même si on essaie de les mitiger avec la progressivité. On va en reparler de ça. Moi, j'aime bien dire, on en reparlera alors du coup à ce moment-là, mais c'est de dire, si tu as mal à un endroit en courant un peu vite, le but, c'est pas de pas courir vite. Le but, c'est de régler ton problème pour pouvoir courir vite. Typiquement, je me souviens dans un de tes podcasts, il y avait eu un médecin un jour qui disait moi, les personnes, typiquement 40-50 ans, je leur fais plus faire de fractionnés en course à pied parce que c'est trop impactant. Je leur fais faire des fractionnés sur elliptique. Moi, je suis pas de cette école-là. Je suis en mode, alors évidemment, on va pas envoyer tout le monde au carton, mais je suis plutôt en train de me dire, faisons le maximum de fractionnés admissibles sur la piste pour justement conserver des structures, conserver les tendons, etc., puisqu'on est sur l'aspect santé. Et si on veut faire plus, c'est là où on va aller sur l'entraînement croisé, etc. Mais si on se coupe totalement de ce stress-là et du travail de vitesse juste parce qu'on a 50 ans, on se coupe d'énormément de bénéfices qui nous auraient été énormément qui nous aurait impacté positivement juste parce qu'on se dit non, de toute façon c'est trop tard, je peux pas courir comme Usain Bolt, donc je vais pas faire de travail de vitesse. Non, au contraire, tu as énormément à aller chercher quelque part. Parfois il faut trouver des moyens détournés, mais si demain je commence la course à pied, j'ai 50 ans, 100% je fais du travail de vitesse. Non, mais de toute façon, moi qui ai fait beaucoup de clubs, il y a toujours dans les clubs un coureur de 65 ans qui court depuis très longtemps, il fait encore de la piste et franchement ils ont encore des superbes qualités parce qu'ils les ont maintenues, quoi. Donc c'est vrai que c'est rassurant, il faut pas trop se dire ça y est, j'ai passé 40 ans. Après ces profils-là, il faut faire attention parce que, il faut faire attention, ils ont de la chance parce que du coup ils vont jouer sur le renforcement qu'ils ont acquis. C'est plus tu cours depuis longtemps et plus tu cours de façon régulière, moins tu as de chances de te blesser parce que ton corps est vraiment très affine à la course à pied, il s'est adapté pendant de longues années, alors que quand tu commences à cet âge-là, en général, tu peux pas faire les mêmes entraînements. Donc typiquement, vous arrivez dans un club, vous avez 50 ans, vous voyez un mec de 50 ans faire des 14 x 400, peut-être faites-en que 6. Voilà, pour commencer, laissez votre temps à votre corps. L'aspect progressivité est vraiment important parce que c'est justement en manquant de progressivité que parfois on dit je suis pas fait pour ça, je préfère pas le faire. Alors, dans nos amis de Lausanne, il y avait un coureur qui disait moi, je vois qu'en travaillant ma vitesse, je gagne en économie de course, je vois que j'améliore ma foulée, je suis plus efficace. Est-ce qu'il y a quand même, au-delà de la performance pure, est-ce qu'il y a aussi des intérêts, je ne parle pas des intérêts de santé, mais est-ce qu'il y a aussi des intérêts biomécaniques, physiologiques à travailler sa vitesse ? Oui, alors j'ai un peu débordé tout à l'heure en parlant des adaptations biomécaniques, mais évidemment, plus on va mettre des hauts niveaux d'impact, plus on va imposer un stress mécanique à nos tissus, donc les muscles, les tendons, les os, et donc les tissus vont s'adapter en réponse à ce stress-là. Donc il y a
En fait, moi, alors le travail de vitesse dans le sens sprint, je fais énormément de parallèles avec le travail en salle de sport. Des gros impacts mécaniques, des grosses tensions musculaires, des grosses tensions au niveau des tendons. Et évidemment, c'est cette tension-là qui va permettre de s'adapter. Donc, énormément de bénéfices d'un point de vue raideur, d'un point de vue réactivité. On parle de travail de pied, on parle de ces choses-là. C'est des choses qui se développent énormément et qui se développent très bien avec de la haute vitesse, de manière générale, 5000 et plus. Même 10 km d'ailleurs, ça commence déjà. D'un point de vue physiologique, si je devais juste résumer ça, je rappelle juste que plus on court vite, plus on contracte de fibres rapides. Enfin, on contracte des fibres de plus en plus rapides, mais en fait, c'est une addition. On commence par les plus lentes et on va vers les plus rapides. Donc, c'est pas effort rapide, fibre rapide, effort lente, fibre lente. C'est effort lent, fibre lente, effort rapide, fibre lente, plus fibre rapide, effort maximal, toutes les fibres. Ok, est-ce que ça c'est clair comme concept? Parce que du coup, d'un point de vue physiologique, quand tu fais un travail de vitesse, les gens se disent oui, mais j'ai pas besoin d'entraîner mes fibres rapides. Oui, mais en fait, tu entraînes aussi tes fibres lentes. Et surtout, et c'est le plus important, tu travailles l'interaction entre les fibres rapides et les fibres lentes. Parce que même les coachs qui m'écouteraient, on voit souvent les schémas énergétiques dans une seule cellule en disant voilà, on a la PCR et puis les glucides et puis ça rentre dans la mitochondrie. On voit ça dans une cellule, mais en réalité le muscle fonctionne comme une entité en tant que telle. Donc il y a une communication entre les fibres musculaires et quand on fait ce travail de vitesse, on va travailler l'interaction entre fibres lentes, fibres rapides et c'est là où en fait les performances de demi-fond et de fond vont réellement se jouer. Tout est lié. Exactement. Et pour le coup énergétique, là, ça pour le coup, c'est extrêmement bien documenté. Le travail à très haute vitesse, donc là, on va vraiment jusqu'au sprint. Sprint court ou sprint long, entre 10 et 30 secondes. Et un excellent moyen d'améliorer son efficacité gestuelle, justement en ayant un gros travail sur l'aspect nerveux. C'est pour ça qu'il faut prendre aussi beaucoup de repos pour pouvoir vraiment aller sur des très hautes intensités et pouvoir vraiment aller stimuler ce système nerveux et éviter des choses comme les coactivations musculaires. Un geste efficace, c'est le muscle qui se contracte au bon moment, mais c'est aussi le muscle qui ne doit pas se contracter et qui ne se contracte pas. Et la coactivation, le principe, c'est que de façon un peu anarchique, tu as des muscles qui ne doivent pas se contracter, qui se contractent. Et donc, du coup, il faut que le muscle qui doit se contracte encore plus fort pour lutter contre le muscle qui ne devait pas se contracter. Bref, ce qu'on appelle l'anarchie. Donc, c'est pour ça que faire un travail à très haute vitesse a de gros bénéfices là-dessus. C'est fou parce qu'on se rend compte vraiment que finalement, travailler sa vitesse, c'est pas qu'une question de vitesse, quoi. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on va travailler plein de qualités et qu'on va. Enfin, c'est ce qui est fascinant, quoi. C'est pas une question que vous allez gagner quelques secondes, vous allez courir plus vite. Vous allez aussi développer tout un éventail de qualités parce que tout est interconnecté. Tu vois, je te prends un exemple. Intéressant. J'ai parlé de muscles en parlant de raideur, etc. Mais ne serait-ce que sur le gainage. Souvent, quand des gens font des premières séances de sprint, on va dire aller à un 4 à 6 fois 10 secondes suffit largement, mais vraiment rapide, voire même en côte si jamais on veut jouer le truc à fond, avec 2 minutes 30, 3 minutes de récupération. Donc vraiment des très longues récupérations pour vraiment être intense. Peut-être que les semaines d'avant, on a fait un peu de ligne droite pour augmenter progressivement. Hein. Ça, c'est au vouloir de chacun. Mais bref, tout ça pour dire que le lendemain, grosse courbature aux abdos, grosse courbature. Le fait de créer beaucoup de contraintes et d'avoir cette contrainte musculaire, d'un point de vue santé, en fait, c'est ça qui va aussi... parce que pour créer de la masse musculaire, il faut aussi des grosses contraintes. C'est pour ça que la salle de sport marche très bien, parce qu'on peut créer de la grosse contrainte assez facilement avec des charges additionnelles. Le sprint, typiquement, recrée un peu la même chose. J'ai dit que je faisais le parallèle entre les deux. La masse musculaire, pour la santé, c'est génial. Et quelque part, ne serait-ce qu'être en meilleure santé, c'est un levier pour progresser. Et certes, on n'a pas été spécifique, mais entre quelqu'un qui est en santé et quelqu'un qui est en santé, quand il faut performer, je préfère miser sur celui qui est en santé. Ouais. Alors, l'un des problèmes, ce qu'on reproche beaucoup à la vitesse, c'est qu'elle est accidentogène, blessurogène, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais que voilà, quand on fait de la vitesse, on se blesse. Ouais. Et c'est ce qui freine beaucoup de gens d'ailleurs à en faire. Et c'est vrai que moi, souvent, quand j'ai eu des pépins physiques, c'était souvent corrélé à des séances de vitesse. Donc, je suis assez d'accord avec ça. C'est quoi, toi, ton avis par rapport à cette question, le lien entre séance de vitesse augmente le risque de blessure? J'ai pas de statistiques. Ce que je dirais, c'est qu'à volume égal, c'est sûr et certain que c'est plus accidentogène puisque y a plus d'impact. Donc ça, 100%. Ça demande une progressivité qui est différente des intensités inférieures. Typiquement, une séance de seuil 60. Donc seuil 60, la vitesse qu'on peut tenir 60 minutes. On va aller chercher de la progressivité ou sur la première séance, peut-être qu'on va juste faire un 10x2 ou on va faire un 7x3. Une séance assez accessible en soi et on va chercher la difficulté ensuite en rallongeant le temps de maintien.
On peut le faire aussi sur des séances de sprint. On va peut-être commencer avec un 4x10 secondes. Mais même, en fait, on ne peut pas tout à fait avoir la même approche où sur les premières séances, on ne peut pas aller à fond tout de suite non plus. Il y a quand même une notion de progressivité où augmenter le nombre de séries ne va pas être suffisant dans la progressivité. Il faut aussi augmenter progressivement l'intensité et l'engagement qu'on a dans sa séance pour que, là je parle vraiment de sprint, mais potentiellement après tu tires un trait et tu dis sprint ici, seuil 60 là, tu tires un trait et plus tu es vers le seuil 60, plus tu vas aller chercher ta progressivité sur la formation de la séance, plus tu es vers le sprint, plus tu vas aller chercher ta progressivité sur le format de séance et à la fois sur à quel point est-ce que je commence à courir vite dès la première séance. Donc évidemment, accidentogène. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est un peu le positif dans ça. Parce que la vitesse, ça ment pas. Si tu as un point faible, le fait de mettre une grosse contrainte dessus, ça peut l'exposer assez vite. Alors évidemment, si on parle de déchirure musculaire, etc., là, ça commence à devenir un peu plus embêtant. Mais très souvent, ça va réveiller une petite inflammation. Ça va créer une petite douleur à un endroit. Et ce que j'aime bien dire, c'est génial parce que très souvent, c'est des séances qui vont être en tout début de préparation. Et comme une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible, on met tout de suite le doigt sur le maillon le plus faible et ensuite on a toute la préparation pour travailler dessus spécifiquement et pour le renforcer parce que même à allure plus lente, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se blesser, mais c'est souvent beaucoup plus insidieux parce que la douleur est moins franche et donc on va pouvoir forcer dessus ou alors elle va apparaître à la fin. Et le problème, c'est que si on a mal à la fin de la préparation, très souvent, on est 4 semaines avant la course, on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on coupe une semaine? Est-ce qu'on coupe pas une semaine? Est-ce qu'on force malgré parce qu'on a la douleur? Alors que si on l'avait eu en début de plan, grâce à ce travail de vitesse qui aurait permis quelque part de dévoiler cette petite faiblesse, on aurait eu 6 mois de préparation pour travailler dessus. Donc c'est là où j'aime bien voir le négatif dans le positif. Alors évidemment, le but, c'est pas de faire du sprint pour se blesser. Surtout qu'au bout d'un moment, quand on commence à avoir l'habitude, on sait quels sont nos points faibles et donc on peut prévenir au lieu de guérir. Mais c'est comme ça que je vois la blessure vis-à-vis du sport d'endurance. C'est plus direct, pas de mensonge, pas de chichi, voilà, pas d'insidieux comme ça pourrait l'être. Après, je pourrais pas te dire si c'est plus accidentogène. Il y a des entraîneurs, je pense à Caroli en particulier, dont j'aime bien le travail, qui lui, par exemple, a tendance à diminuer le travail de très haute intensité justement à cause de ça, parce qu'il ne veut pas s'embêter avec des douleurs. Moi, mon point de vue, c'est plus de dire prenons le risque et ensuite mettons en place des choses pour justement essayer de Après, est-ce que contrecarrer. les coureurs de 800 mètres ou 400 mètres sont plus blessés que les marathoniens ou les ultra-trailers? Ouais, voilà. Tu vois, c'est dur. Enfin, vraiment, est-ce que c'est finalement ce que tu fais peu qui. Oui, tu vois, typiquement, je prends parce que j'ai entendu Mathieu Blanchard sur ton podcast qui disait que, étant donné que c'est que de la basse intensité, il avait mal à l'insertion distale de son tendon d'Achille, il me semble. Et il disait, j'ai pu éviter de faire les séances qui me faisaient mal parce que du coup, je forçais pas en côte ou je prenais la côte qui m'allait bien, etc. En fait, c'est là où je veux dire, quand c'est lent, on peut se mentir à soi-même, on peut essayer de dévier le truc. Alors que quand il faut aller sprinter, tu peux pas te mentir. Donc c'est là où tu as peut-être l'impression que c'est plus accidentogène. C'est clair. Alors, il y a tu parlais tout à l'heure de cette idée que je trouve assez intéressante de tirer ou de pousser les allures en fonction de la distance. Bon, je vais te l'expliquer comment moi je le perçois. Tu me dis si je le comprends bien. Donc, tu as ton image. Par exemple, l'allure 10 km, peut-être un travail de vitesse pour un marathonien qui tire son allure marathon, mais un travail d'endurance pour un coureur de 3000 qui, lui, pousse son allure de 3000. Est-ce que cette notion, elle est bien expliquée ou pas? C'est-à-dire que... Oui. Alors, l'allure 10 km pousse pour le 3000 et tire pour le marathon. C'est ça que tu as dit? Ok. C'est exactement ça. Exactement ça. En fait, le travail de vitesse pour l'un et le travail d'endurance pour l'autre. Ouais. Donc, ça, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est comme l'allure marathon pour l'ultra-trailer, c'est l'allure... J'irais pas dire que c'est un travail de vitesse, mais... ça dépend. Si tu cours franchement, si t'es à devant en marathon, ça suffit, tu vois. Oui. Devant en marathon, t'es à combien de kilomètres/heure? T'es à... Devant, c'est quoi? C'est 18 km/h devant? Je pense, oui. Voilà. Ouais, donc moi, 18 km/h. j'arrête de faire des calculs en direct. Non, ça nous fait, les gens, ils aiment bien tes capacités de calcul. Après, ils suis disent sur Instagram que tu sais pas calculer. Allez, on va dire entre 17 et 18 km. Je te laisse dire, vas-y. Voilà, 18, je pense que c'est 17-18 km/h. Franchement, sur du plat, sur un ultra, après 60-80 bornes, c'est quand même, tu vas pas quand même courir à 20 bornes, tu vois, à 20 km/h. Donc ça fait sens, tu vois. Pour le coup, l'allure marathon, voilà. Parce qu'on est aussi sur des athlètes qui vont très vite,
tu vois. Donc c'est pour ça où des fois quand tu dis la vitesse ça sert à rien, peut-être que des fois ils sont aussi honnêtes, c'est qu'ils disent bah non mais en fait moi je vais pas plus vite que ma vitesse marathon. Ouais mais ta vitesse marathon c'est 2,20. Mais Jean-Michel il comprend pas ça, tu vois, parce que lui il est entre 3h30. Donc il se dit bah tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que leurs notions de rapidité et par rapidité sont pas forcément les mêmes que les nôtres. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand ils parlent dans ce que eux ils disent et ce que nous on comprend. Ouais, et puis enfin ça c'est mathématique, mais plus tu vas vite, plus tes allures quand tu parles en minutes par kilomètre se rapprochent. Ouais. Là où 1 km/h ça représente beaucoup de secondes par kilomètre, à 10 km/h ça en représente énormément moins quand tu cours à 20 km/h. Si je devais, juste pour tirer, pousser, expliquer très brièvement et le plus simplement possible l'intérêt, il faut imaginer que, imagine quand tu cours imagine tu veux t'entraîner pour 10 km. Okay, ton allure 10 km, t'as 100 fibres musculaires, admettons, et ton allure 10 km, c'est 50 fibres qui se contractent. Okay, quand tu vas venir pousser, donc tu vas aller sur une allure inférieure, type entraînement seuil 60 ou allure semi-marathon, l'idée c'est que tu vas prendre 40 fibres musculaires, d'accord, sur ces 100, Ouais. donc tu vas en prendre un tout petit peu moins, par contre tu vas pouvoir leur appliquer un volume beaucoup plus important. Comme tu cours moins vite, tu peux faire plus de séries, tu peux faire des séries plus longues. C'est aussi le principe en fait de l'endurance fondamentale. C'est que l'endurance fondamentale, je prends 20 de ces fibres et je les surentraîne. Okay, donc là, on en prend 40 et juste on va les entraîner un peu plus. Ça, c'est le principe de pousser. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'elles sont surentraînées, elles vont pouvoir prendre une majeure partie, enfin elles vont pouvoir prendre plus de travail. Si on parle du principe que tenir une allure, c'est une quantité de travail, elles vont pouvoir en assumer plus et les fibres les plus lentes, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les fibres les plus lentes, du coup, c'est celles-là, c'est les premières qui se contractent. Et c'est celles qui sont les plus résistantes à la fatigue. Donc, tu as tout un enjeu à les surentraîner. Elles répondent très bien au volume. Elles répondent très bien au volume. On peut leur impacter beaucoup de volume. Et elles sont peu fatigables. Donc, on peut évidemment se reposer sur elles. Et c'est pour ça qu'il faut les surentraîner. Et c'est là tout le principe de l'entraînement polarisé et pyramidal avec beaucoup de basse intensité. Maintenant, l'aspect tiré, c'est cette fois-ci dire... certes, mon allure 10 km, c'est 50 fibres sur 100. Là, je vais à 60-70 fibres. Et mon but, c'est non pas de les surentraîner, entre guillemets, mais c'est d'aller un petit peu plus haut pour entraîner aussi ces fibres-là. Parce que quand je vais fatiguer sur mon 10 km, je commence à 50 fibres, mais avec la fatigue, ça va passer à 55, puis ça va passer à 60. Parce que les fibres, en fait, en fatiguant, tu vas devoir contracter d'autres fibres ou plus de fibres, parce que justement, tu vas avoir une perte d'efficacité au fur et à mesure de ta course, surtout sur 10 km. Sur 5 aussi, enfin bref, à partir de 10, disons. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, tout à l'heure, j'ai parlé d'interaction. En fait, les fibres que tu vas contracter en plus, qui vont être un peu plus rapides, elles vont interagir avec les fibres les plus lentes. Et donc là, cette fois-ci, tu vas booster et tu vas mettre le focus sur l'interaction entre ces fibres-là. Et tu ne peux mettre l'interaction qu'en allant un peu plus vite. C'est pour ça que quand tu travailles ta VMA, tu as des impacts sur ton allure 10 km. Parce que certes, tu n'as pas travaillé ton allure 10 km de façon spécifique, mais tu as travaillé avec un gros débit et une grosse pression ton interaction entre fibres lentes et fibres rapides. Ça, c'est intéressant dans ce que tu me dis. Et du coup, ce que j'ai envie... maintenant qu'on s'est dit tout ça, la question concrète, c'est comment fait-on pour justement faire tout ce travail, pour capitaliser un peu sur toutes ces gestions de fibres? Comment est-ce qu'on fait pour augmenter sa vitesse? On a écouté tout à l'heure nos micro-trottoirs et on a vu des coureurs nous parler de VMA, de seuil. Tu parlais toi-même de seuil 60 tout à l'heure. Pourtant, intuitivement, je veux augmenter ma vitesse. Il y a la notion de sprint. Et on fait, moi j'ai fait l'école de l'athlé, on faisait des fois des 1 minute, des 100 mètres, des lignes droites. Sur le stade, tu vois, on courait sur les longueurs, on revenait à récupération et on tapait vraiment du sprint pur. Est-ce que ce travail de sprint, il n'a pas de 30-30. 30-30, bon, on n'est pas dans le sprint, mais c'est quand même des vitesses qui s'en rapprochent, tu vois. 30-30, ça dure 1500, c'est pas du sprint, ouais. On est loin quand même. Si t'es chaud en 30-30, tu peux faire en 30 secondes. Hein. C'est 30-30, c'est 300, tu fais 300 mètres. 200 mètres. Tu fais 200 mètres. Tu fais 200 mètres. Si tu cours en 200 mètres, c'est que tu cours en 2,30, t'es fort quand même. Non, 200 mètres, tu les fais en 30 secondes. 30, 31, je suis pas si fort que toi, Guillaume. Non, c'est pas non plus les élites qui sont en 27. Ils sont en 27 ou 200. 30, tu n'en fais pas 50 000, tu en fais 6. Mais généralement, un bon coureur, il est en 33, 32, 33. Ah oui, si tu fais un 6 fois 30-30, d'accord. Parce que je me disais, tu pars sur un 20 fois 30-30 couru en 200 mètres au 30. J'étais en mode,
Guillaume, faut se remettre à la course à pied là. Il y a un avenir Non, qui mais à chaque t'attend. fois, à chaque fois, tu veux me passer pour un mytho, c'est pas possible. Tu sais, j'ai quand même des souvenirs. Je sais, tu sais, mes allures sur 200 mètres, je m'en souviens. Non, mais tu vois, j'en ai bouffé des 200 mètres, tu sais, non, mais les c'est 15 important fois 200, d'être les 20 fois précis. 200. J'en ai fait. C'est important d'être précis. Plus que depuis que t'es né, hein. Mais bien sûr, mais c'est important d'être précis parce que justement, après, t'as tous les gens qui vont faire un 20 x 30-30 qui disent punaise, Guillaume, il courait ses 20 x 30-30 à 200 mètres aux 30 secondes. Non. Donc ça leur permet non, de. non. Ça, Je parlais des 200 mètres. ça me rappelle pour le semi de Boulogne, on avait fait un podcast, mais il y a peut-être 2 saisons de ça. Et en fait, la personne, elle part d'entraînement de 400 mètres, elle dit moi, je fais des entraînements VMA, je fais de tête des 30 x 400. 30 fois Et je me 400. dis 30 x 400 à En VMA. VMA, ouais, il est chaud. Je me dis, oh la vache. Et en fait, quand tu creusais, le mec, il courait sa allure 5000. Et donc, en fait, tu vois, c'est là où parfois, si tu vas pas creuser, le problème, c'est qu'il y a des gens qui écoutent et qui vont se dire, bah attends, mais ça veut dire que moi, je fais pas assez de 400 mètres à VMA. Mais non, c'est parce qu'en fait, vous courez pas à la même vitesse relative. Bon, on a fait une petite digression, mais du coup, le travail de vitesse de sprint pur. Allez, dans sprint, je vais dire jusqu'aux 200 mètres. On va dire, on travaille de 100 mètres, 200 mètres. De 10 secondes à 30 parce secondes que, d'effort. voilà, intuitivement, moi, je me dis, je veux travailler ma vitesse. Allez, je vais taper des. Ou peut faire même des 150 mètres. Tu vois, c'est comme ça, généralement, qu'un demi-fondeur, un fondeur, il va travailler sa vitesse. Il va faire des 100, 250 mètres, 200 mètres, 300 mètres aussi. C'est bien d'alterner parce que ceux qui sont en club qui nous écoutent, au moins, ils ont les distances. Nous, typiquement, avec Campus, on parle que en temps. Bah, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que 150-200 mètres, on va être sur du 30-40 secondes. Grosso modo, c'est ça que ça veut. Et 50-100 mètres, on va être sur du 10-20 secondes, grosso modo. D'accord. Du coup, ce travail-là, efficace ou pas pour booster sa vitesse? Bah, très efficace. Là, il n'y a pas plus de travail spécifique de parce vitesse. Que t'as vu, alors, moi, je le fais pas en 30. Moi, je le fais pas en 30. 30-30. Alors parce que on en reviendra peut-être juste après, mais ça pour moi c'est le travail de vitesse tel que je l'ai défini dans la première définition. Là on est vraiment sur un vrai travail de vitesse, c'est là où au niveau structurel, au niveau nerveux, au niveau musculaire, au niveau gainage, efficacité gestuelle, c'est là où on va avoir le plus de rentabilité. On est moins sur de l'énergétique, on est plus sur tout le reste. D'accord. Mais par contre, comme je l'ai dit, moi je le fais pas en 30-30. Moi, je prends vraiment le truc avec des 2-3 minutes de récupération. Ouais, 30-30, c'est un peu la séance que tu trouves partout, mais finalement, il n'y a aucun vrai cours, entre guillemets, vrai cours. Il n'y a pas des faux cours, mais c'est pas une séance c'est une séance de footeux, quoi. Tu vois. Ça, mais c'est vrai que c'est surtout les footeux, les gens qui. En vrai, j'ai rarement fait des séances de 30-30. Hein. Enfin, c'est plus une séance dans les magazines un peu random. Dans la dernière, je crois que c'est dans l'épisode sur la VO2 Max. Ou dans l'étude de la semaine, les sports d'équipe, t'appelles ça les sports intermédiaires, non? Il y avait un truc comme ça. C'est pas moi. C'était la nomenclature de l'étude. Aïe. C'est pas moi. Moi, j'ai rien contre les sport co. J'ai rien contre les sport co. Je veux dire juste que j'ai rarement vu dans un club, on m'a jamais fait faire de 30-30, tu vois. Bon, si c'est des trucs un peu ludiques quand t'as. Si dans les clubs où t'as. Dans les clubs où t'as 60 gars, tu vois. Donc le mec il est au sifflet, il fait des 30-30 parce que c'est facile à organiser. Mais dans les clubs un peu plus, tu vois, où t'es une quinzaine d'athlètes, où parce qu'il y a plusieurs, les gros clubs, et on va dire, ils font des mini-groupes. C'est vrai que le 30-30, c'est très bien quand tu as des gros groupes à gérer, mais c'est quand même pas des séances que tu vas retrouver chez Nicolas Navarro, chez un Jimmy Gressier, ou alors il revient de blessure, tu vois. Mais c'est pas où il revient de repos, de fatigue. Mais c'est quand même des séances qui sont assez surcotées. Je trouve que franchement, je vois pas trop l'intérêt d'un 30-30, quoi, en vrai. Il y a des intérêts, mais c'est juste. Faut voir comment tu le planifies et ça a à voir avec la séance que tu fais avant, la séance que tu fais après. Mais si, ça a une place dans une préparation sans aucun problème. Ok, t'es un partisan du 30-30. Non, moi je l'utilise beaucoup. Moi je le remixe moi, je l'utilise beaucoup en début de cycle. C'est-à-dire quand tu as 2 mois de VMA, admettons, tes premières séances, tu fais du 30-30 pour commencer à choper l'allure parce que c'est des séances faciles, parce que du coup tu prends ton rythme, par la construction, voilà, elles sont accessibles, enfin bref. Allez, c'est pas le sujet du jour. D'accord, mais un coureur globalement qui fait du 10 km, qui veut du coup augmenter, peut-être qu'il veut faire moins de 40, peut-être qu'il veut faire moins de 33. Concrètement, quelqu'un qui fait du 10 km, c'est une bonne stratégie pour lui d'aller travailler du 200, du 300 ou comme tu dis du 20, 30, 1 minute. Ça, pour ce type de développement de vitesse, c'est une bonne stratégie pour lui ou pas? Coureur de 10 km, pour moi, 100%. Quel que soit l'âge, entre guillemets, mais juste tu vas y aller plus progressivement avec les gens qui... Enfin, plus tu prends de l'âge, plus il va falloir y aller progressivement, moins tu vas appliquer de charges d'entraînement élevées, surtout sur ce genre de séance, évidemment. Mais pour moi, hyper important. Donc, admettons, 6 fois 20 secondes, repos 3 minutes.
100% sans aucun problème. Évidemment, c'est une séance, donc commencez pas avec cette séance, il faut l'introduire progressivement, etc. Je me la répète, mais c'est hyper important. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça va être coupé en réel, monté, et tu vas te faire taper sur Internet. Pour changer. Et juste, pourquoi, ne serait-ce que tout à l'heure, j'ai parlé de qualité de prix, etc. Si par exemple, ton allure 10 km, tu te dis, ah bah moi je suis un diesel, je veux que pousser mon allure 10 km, je fais que soit du seuil, soit de l'allure semi-marathon, un peu de spé 10 km en fin de plan. Bah, le problème, c'est que peut-être, en fait, t'es surtout à des basses vitesses, quelqu'un qui je sais pas, courrait le 10 km en 55 minutes, admettons. En fait, tu n'as pas beaucoup d'occasion de travailler tes qualités de pied. Parce que, surtout en fonction de tes chaussures, mais tu peux être très passif sur tes appuis et pourtant t'en sortir. Alors que quelle que soit ta chaussure, à partir du moment où il faut courir vite, tu es obligé d'être actif. Et donc là, tu vas, à défaut d'aller en salle de sport, tu vas de façon très spécifique aller sur autre chose, découvrir d'autres trucs. Et donc là, tu aurais énormément de bénéfices. Est-ce que tu aurais autant de bénéfices en faisant que de la séance VMA? Je pense que sur des profils comme ça, tu peux aller... Tu as un gros différentiel de vitesse. Et donc, ça vaut le coup vraiment d'y aller. En termes de récurrence, pour moi, au moins avoir un petit rappel par an de vitesse pure, moi, j'aime bien. Ouais. Ça fait pas mal. Donc, un par an, t'imagines, si tu as 3 courses, ça veut dire que tu fais pas systématiquement pour toutes tes préparations. Tu fais peut-être, admettons, une préparation sur 2, une préparation sur 3, mais au moins 1 à 2 fois par an, tu as ce petit rappel de vitesse. Et puis, rien n'empêche de le conserver avec des petites lignes droite, à gauche. Et la VMA, du coup, quid sur la VMA quand même qui est... Alors, on a fait un épisode sur la VMA, et donc juste pour rappel, sur la VMA et sur le VO2 max, on a fait les deux. Là, on est sur le côté intensif du développement de la VO2 max, mais on est encore sur des très hautes vitesses, donc beaucoup de développement biomécanique, etc. Mais on a aussi un développement physiologique intéressant sur le côté intensif de VO2 max. Juste pour te faire un petit rappel entre intensif et extensif, c'est que pour atteindre VO2 max, tu peux l'atteindre soit par l'intensité, tu vas très vite, très fort tout de suite, donc du coup ta consommation en oxygène, la cinétique va monter très vite, très fort, et tu peux aussi l'avoir de façon intensive, ou typiquement avec de l'allure 5000 km, ça va monter moins fort, mais comme tu vas faire plus de répétitions et des séries plus longues, en fait la dérive va te permettre d'atteindre ton VO2 max. Donc là on est sur le côté intensif, très intéressant évidemment, à savoir que pour un coureur de 10 km, typiquement, ça va être plus, qui serait courir un profil vitesse. Si on est dans la logique de jouer sur ses points forts, ce que moi j'aime bien préconiser, dans la préparation, on peut même retrouver de la VMA quasiment jusqu'à la fin. Là où quelqu'un qui aurait plus un profil endurance, à l'approche d'un 10 km ou d'un 5 km, on aurait plutôt tendance à jouer sur son point fort qui serait l'endurance. Donc on retrouverait plus de seuil que de VMA. Tu peux nous donner des petits exemples de séances qu'on peut faire en VMA pour développer sa vitesse? Là, on est sur quoi? Sur du 400, sur du 500, sur du 800? Sur des 30-30. Voilà, lâche-nous avec tes 30-30 là. Non, on peut commencer. Moi, j'aime bien commencer un petit 10, 15 fois 30-30. 15 fois 30-30 pour une première séance, c'est déjà bien. Oui, donc 30-30, t'es quand même presque, c'est du 200 quoi. On est sur de l'allure 1500 mètres. Pour moi, tu me dis VMA, j'entends allure 1500 mètres, on se prend pas la tête, la vitesse qu'on tient sur 5 minutes. Tu fais beaucoup de 500 quand tu fais du 1500. Là, si tu fais un 500 mètres, t'en es au moins sur 1 minute 30 de temps de maintien sur des séances VMA intensives. Intensives, je parle. Très peu. Sur des profils qui peuvent encaisser beaucoup de charges, je mets des 2 minutes vraiment par-ci par-là, où j'ai 2-3 séries de 2 minutes et c'est des grosses séances, mais en général je reste sur des 1 minute, j'aime bien les 1 minute, donc typiquement 10 fois une. En général 10 fois une, c'est couru, c'est 10 fois 300. 10 fois une, ouais d'accord, donc 1 minute et 1 minute. Parce qu'en gros ton 400 c'est comme si tu le courais en 1,20. Ok, intéressant. Celles et ceux, moi je connais beaucoup de marathoniens qui travaillent leur vitesse avec des séances type 10 km, 5 km, plus des allures seuil. Est-ce que ça, c'est intéressant pour maintenir de la vitesse ou ça peut aussi la développer? Alors, là encore une fois, on est plus sur le deuxième aspect de la définition de la vitesse où typiquement si on travaille sur un marathon... Pour moi, on commence à quitter. En fait, c'est de vitesse parce que c'est plus rapide que le reste. Les gens dans le magnétophone, je pense que c'est sur ça. C'est à ça qu'ils pensaient. Le fractionner par essence, on peut, tu vois,
comme on va plus vite, on peut penser que c'est un travail de vitesse, mais pour moi, on a quitté, là on commence à quitter sur le seuil la définition pure qu'on avait en début. On est beaucoup moins sur le nerveux, on est beaucoup moins sur l'impact, ou alors tout du moins l'impact, on va être sur la répétition d'impact, sur beaucoup de durée, là où sur une séance VMA, si on arrive à tenir 10 minutes à VMA, c'est déjà une belle séance, tu vois, 10, 12, 14 minutes, 14 ça commence à être beaucoup, c'est sur des gros profils qu'importe. Là on peut vite aller à 30, 35 minutes en fin de cycle, tu vois. 40 fois 1 minute 30 secondes couru au seuil. Donc là, on est plus sur un développement physiologique qui, pour moi, est moins dans la définition de la vitesse. Qui a évidemment énormément de place, mais si vraiment on cherche à développer sa vitesse ou à l'entretenir, faut aller sur des vitesses un peu plus rapides. Donc en fait, aller faire un 10 km pour travailler sa vitesse, c'est pas forcément que ça, on l'entend beaucoup même dans le trail, tu vois, je vais faire un 10. Oui, mais c'est pas parce que tu fais un 10 que tu travailles qu'au seuil. Si tu fais ton allure 10 km et que tu prépares un marathon, moi ça me va parce que le 10 km en plus, après ça dépend à quelle vitesse tu le cours. Ton 10 km, si tu le cours en 55 minutes, ça va pas être assez rapide, mais si tu le cours en 35, ça commence à être assez rapide. Mais pour moi, c'est là où, à la limite, des petites séances en variation de vitesse, comme on avait pu le dire sur le podcast sur les différents types de fractionnés, c'est là où c'est intéressant. Parce que là où sur une séance de seuil que tu pourrais avoir qui est très spécifique à ton marathon, par exemple, à ta préparation marathon, bah, si tu fais un petit hard start ou alors si tu fais quelques petites répétitions de sprint en échauffement, quelques lignes droites par-ci par-là, c'est plus ça qui va permettre de conserver tes qualités de vitesse que ta séance de seuil en tant que telle. Alors, il y a d'autres leviers plus surprenants auxquels on ne pense pas pour travailler sa vitesse. Et c'est d'ailleurs très utilisé par des coureurs qui, pour le coup, courent très très vite dans notre discipline. C'est les coureurs de 800 mètres. Et les coureurs de 800 mètres, pour travailler leur vitesse, ils font beaucoup. Et là, on va voir qu'on revient un peu au trail. Comme quoi, le 800 mètres n'est pas si éloigné que le trail. Que font beaucoup de coureurs de 800 pour travailler leur vitesse? Ils courent en côte. C'est voilà. C'est marrant, je disais ça en introduction. Tu vois, non mais c'est vrai, les coureurs de 800, tu les vois, ils font souvent des séances en côte. C'est pour ça que c'est un peu plus complexe de ce qu'on pourrait penser, mais c'est curieux de se dire qu'il y a ce point commun-là. Tu penses qu'un jour, les coureurs de 800 vont dire non, moi je cours pas en côte, je suis pas un trailer. Non, c'est vrai que si on va dans ce schéma de pensée-là, ce serait bien. Moi, je fais pas de côte. La côte, ça sert à rien quand tu fais du 800. Non, mais c'est vrai. Si tu te mets dans ce système de pensée, c'est là où on voit la limite du truc. C'est-à-dire qu'effectivement, le coureur de 800 te dit mais attends, ça sert à quoi d'aller faire des travails en côte puisque moi je cours sur une piste à plat avec un rendement maximum. Qu'est-ce que tu vas m'emmener en forêt faire de la côte? Eh bah si, les coureurs de 800, ils font même beaucoup plus de côte que les coureurs de 800. Donc voilà. Mais comment on explique ça? Pourquoi le travail en côte est un bon moyen de développer sa vitesse, qui est très utilisé. Même les coureurs de 4, certains coureurs de 400 font de la côte, notamment sur le 400 haies. Donc voilà, on n'est pas si on est tous cousins, on est tous frères et sœurs dans le trail. C'est ton côté italien, ça. Voilà. Alors, il faut savoir qu'à intensité relative égale, qu'on soit en côte ou à plat, l'aspect physiologique travaille de la même manière. Tu vas développer ton VO2 max de la même manière, tu vas travailler ton débit cardiaque de la même manière, etc. etc. La grosse différence, alors j'ai l'impression que je renvoie beaucoup à d'autres podcasts qu'on a fait, mais étant donné qu'on a fait un podcast d'1 heure, 1h15 que sur les côtes. Ouais. Il y a quelques saisons de ça, une saison. Ouais, au moins une saison, qui était un très bon épisode aussi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, là, je vais juste résumer l'aspect côte, mais si vous voulez ma minute qui va être résumée, vous avez 1h15 que sur les côtes. On le rediffusera cet épisode de toute façon, okay. On le rediffusera. Mais grosso modo, c'est juste que tu troques l'aspect élastique, impact, courir vite à plus de travail musculaire et baisser ta vitesse. Ça peut avoir différents avantages, mais tout à l'heure tu l'as dit, le fait d'être plus musculaire, potentiellement sur des coureurs qui ont tout le temps tendance à courir très vite, etc., ça peut diminuer les impacts et donc te permettre de cumuler plus de kilomètres à haute vitesse et donc diminuer un petit peu le risque de blessure, parce que quand tu peux pas te permettre d'être trop progressif ou de faire peu de séries parce que c'est ta spécialité et il va falloir que tu cours beaucoup à très haute intensité, là t'as pas le luxe de dire ah non j'y vais tranquille, je commence par des lignes droites et après je fais un 4 fois non, là il faut courir vite beaucoup et avec un gros volume parce que c'est la course qui nous attend. Donc là t'as un bon moyen par la côte de diminuer les impacts, de faire plus de volume avec des risques de te blesser un petit peu inférieurs, et surtout tu vas jouer plus sur l'aspect musculaire parce que sur des très courtes distances l'aspect propulsif est quand même très important dans la performance. Pour ça que les coureurs de courte distance sont souvent un peu plus massifs que les coureurs de long.
séances de côte on peut faire là, si comme ça il y a s'il y a des trailers qui nous écoutent et qui veulent travailler un peu la vitesse, vous pouvez travailler votre vitesse en travaillant la côte, hein. C'est pour ça que quand les gens disent je fais pas de vitesse, c'est pour ça que c'est toujours curieux parce que Mais en fait, toutes les séances sont faisables en côte. T'as pas de Mais séances t'as quand qui même, sont en il faut côte et pas de séances qui sont pas en moi côte. je me souviens de mes vieux cours où je faisais du 800 quand j'étais très très jeune. Enfin, j'ai jamais vraiment fait de 800, mais je m'entraînais sur ces distances-là parce que tu fais un peu toutes les distances quand t'es jeune. Il fallait que la côte, elle devait quand même être avec un profil particulier. Il fallait pas que ce soit une côte trop longue, il faut bien la choisir. Donc, est-ce que tu peux donner peut-être vraiment si on est focus travail de vitesse, quel genre de séance on peut faire en côte et comment on choisit bien sa côte pour vraiment développer cette qualité-là, enfin dans cette optique-là de booster sa vitesse. Dans le but de booster sa Les côtes vitesse, pas trop raides, déjà. Si c'est vraiment l'aspect vitesse que tu vas chercher et si tu cherches à développer ta vitesse à plat, le but, c'est pas d'aller chercher une côte trop raide, sinon tu vas être très très musculaire, à moins que ce soit un gros point faible. Mais déjà, passer au-dessus de 8%, ça commence à être une belle côte, quoi. Donc, rester sur du sous 8%, je dirais. Et sur le format de séance, tout ce qu'on vient de dire sur les entraînements de sprint pur se prêtent extrêmement bien au travail en côte. Ça, pendant très longtemps sur campus, on a travaillé avec Nicolas Dan, qui lui est très fan du travail de sprint en côte pour justement mettre énormément le focus sur le travail musculaire. Là, on est presque sur une séance de préparation physique, en fait, ultra spécifique à la course à pied. Entraîneur de trail, je précise. Ouais. Mais voilà, même les séances VMA qu'on a citées précédemment, vous faites le même format de séance. La seule différence, c'est que si vous avez une côte courte, vous allez avoir du mal à... Au bout d'un moment, tu vas arriver à la fin de ta côte avant d'avoir fini ta séance. Donc, il faut gérer la redescente. Ouais, c'est ça. Tu fais la récup. Ouais, mais parfois, elle n'est pas assez longue. Sur un 30-30, en général, ça va. Sur les séances VMA, ça va. C'est quand tu commences à faire des séances type 4 minutes récup 1. Là, t'as pas le temps de redescendre. C'est clair. Quid du renforcement musculaire, même si on fera des épisodes spécifiques sur le renforcement musculaire, mais j'imagine que ça a son intérêt aussi dans le développement de la vitesse. Il ne faut pas que courir pour aller vite, on peut aussi se muscler. Et d'ailleurs, la côte sert aussi à ça, même si, je le précise, le travail en côte ne se substitue pas à un travail de renforcement musculaire. On est vraiment sur un travail différent. On ne travaille pas sur les mêmes amplitudes. Souvent, on entend ça, je fais pas de muscu parce que je fais de la côte. C'est limite. C'est mieux que de dire ça que de dire je fais pas de renforcement parce que je déteste. C'est pas que c'est mieux, mais au moins il y a un aspect musculaire, il y a un aspect intensité, je peux le comprendre. Mais oui, c'est pas les mêmes amplitudes, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas le même ciblage musculaire. C'est mieux que rien. C'est très spécifique et parfois justement le but c'est de sortir de l'aspect spécifique. Enfin bref, il y a plein d'arguments pour le renforcement. Pour le renforcement, pour la vitesse, coût énergétique, en fait pareil. Comme tu stimules ton système nerveux et que le système nerveux est très présent dans la performance de vitesse, du coup tu vas avoir un gros impact là-dessus. Pareil sur tout ce que j'ai dit, coactivation musculaire, efficacité gestuelle, etc. Et pour moi le principal, et c'est aussi la démarche avec laquelle on a rajouté la préparation physique sur campus, c'est de dire que le renforcement est un facteur de santé primordial. Je le répète, mais l'OMS nous préconise, il ne nous demande rien du tout, pour notre santé de faire 1 à 2 séances de renforcement par semaine. C'est primordial pour lutter contre énormément de pathologies sur le long terme. Je pense à l'ostéoporose, je pense à des syndromes métaboliques. Enfin bref, il y a énormément de choses qui peuvent être, contre lesquelles on peut lutter grâce au renforcement. Et pour moi, c'est sur l'axe santé sur lequel il faut militer. Je sais que les gens veulent courir plus vite. Mais parfois, être en santé, c'est le meilleur moyen de courir plus vite, plus longtemps. Non, c'est clair. Et puis, de toute façon, que ce soit la musculation, le footing et même les travails de vitesse est recommandé pour la santé. C'est-à-dire que, tu vois, pendant longtemps, on a dit aux gens, faites du renforcement musculaire, faites du footing, il faut aussi faire de la vitesse. Donc, c'est ça. Même dans le sport santé, faire un peu de vitesse, c'est assez la clé, quoi. Tristan, ça a été un épisode très, très cool. Ouais. On va passer à la rubrique du jour. J'allais te poser une question, mais ça va faire le lien avec les plans d'entraînement campus, vu qu'on va parler des plans d'entraînement campus. C'est quoi la question ? C'est quoi le code pour avoir un mois gratuit ? Le truc, c'est est-ce qu'il y a un meilleur moment pour travailler sa vitesse, parce que toi, j'imagine que quand tu programmes des séances de vitesse, tu nous parlais tout à l'heure qu'il fallait les faire plutôt en amont des échéances sportives. Donc, est-ce que voilà, on travaille l'hiver, l'été, machin, ci et ça. Donc, est-ce qu'il y a un moment propice ? Et puis, toi, avec campus, on va donner ensuite, si les gens veulent travailler leur vitesse,
qui veulent pas se prendre la tête, le mieux c'est souscrire à un plan campus et on a un code pour vous faire 1 mois offert. Comme ça, vous essayez, vous faites un petit cycle vitesse, c'est gratuit. C'est d'un coureur qui le finance avec le code DLTDC. De vous ta avez poche 1 mois gratuit de ma poche, non. À chaque fois que vous utilisez le code DLTDC, vous retirez des euros de la poche de Guillaume. Sachez-le. Si j'étais vous. Pour les mettre dans la poche de Tristan. C'est ça le truc, tu vois. Donc, du coup, voilà, sur campus, tu peux nous expliquer, toi, comment tu planifies un peu ces séances de vitesse. Tout le monde y a le droit, on l'a bien compris. Hein. Personne n'y échappe. Exact. Après, pas dans les mêmes doses, pas au même moment non plus en fonction des profils. Mais l'idée, c'est principe de spécificité. Donc, tu l'as dit, loin des compétitions, ça dépend. Parce que typiquement, un profil vitesse sur un 10 km, si on part du principe que la VMA, c'est un travail de vitesse, il va en avoir quasiment jusqu'au bout. Là où un coureur rapide qui va faire un marathon, le travail de vitesse, principe de spécificité, s'il fait un plan long, parce que s'il fait un plan 12 semaines, on va pas avoir trop le temps de le bosser, mais s'il a 6 mois devant lui, les premiers mois, ouais, en effet, et je crois que dans le magnéto, on a entendu quelqu'un qui disait, ouais, beaucoup en début de plan, typiquement, on est dans ce cas-là. Très souvent, les gens vont faire un plan plus semi-marathon ou voire marathon, et à ce moment-là, c'est en effet en début de plan. On a moins de gens qui préparent spécifiquement des 5 km, où là, typiquement, c'est moins en début de plan, en fait, parce que quelque part, c'est aussi l'essence. Le travail de VMA est essentiel à la performance sur 5 km. Donc, ce travail de vitesse est beaucoup plus présent dans le plan. Donc, juste penser spécificité et spécificité à la course et spécifique au profil du coureur. Et puis, si vous voulez pas vous prendre la tête, encore une fois, n'hésitez pas à souscrire au plan campus, le code DLTDC pour, aux petits oignons, il vous prépare ça, Tristan, avec son petit, c'est son petit. Avec ma petite méthode. C'est comme Ratatouille, il a linguine, il a fait le petit plan comme ça. Là, c'est pas moi qui appuie sur les boutons, mais c'est moi qui ai fait la recette, en effet. Il les fait très très bien. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je sais aussi qu'il y a des gens qui, typiquement, vont profiter d'un mois gratuit et vont juste, parfois, regarder un peu à quoi ça ressemble, s'inspirer et peut-être faire juste un plan et puis après passer à autre chose. Mais au moins, ils ont accédé aux articles, aux conseils, etc. Ce qui aussi leur aura donné parce que c'est pas que des plans d'entraînement, c'est une communauté, c'est des conseils, mais ils auront acquis la connaissance et se dire 40 fois 1 minute 30 secondes, ok, j'aurais pas pensé, comment est-ce que ça s'inscrit dans mon plan, à quel moment je le fais, pour quel profil, pourquoi, qu'est-ce qui m'est expliqué. C'est aussi ça que ça peut servir. Écoute Tristan, sur ces belles paroles. Je sens que cette séance, on va en entendre parler en long et en large. Allez, sympa. Méthode soviétique. Je te propose qu'on passe à notre rubrique du jour, si tu le veux bien. C'est laquelle ? La rubrique du jour, c'est l'étude. Oui, mais les gens, ils savent pas forcément. Imagine, ils arrivent. Allez, c'est parti pour l'étude. C'est parti. Tristan, aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude qui s'intéresse un peu à la superstition. Parce que pour battre son record, c'est bien d'être rapide, mais on peut aussi avoir un petit porte-bonheur. Voilà, les petites chaussettes, le petit slip porte-bonheur. Est-ce que toi, c'est des choses auxquelles tu apportes un peu d'intérêt ? Est-ce que tu as un slip porte un peu d'intérêt. Est-ce que tu as un slip porte-bonheur ? J'ai pas encore de slip porte-bonheur. Ça impliquerait que je cours avec un slip déjà. Ça... toi, on dit pas. Fais gaffe parce qu'il y a des photos qui circulent, pas de toi, mais de coureurs. Il y a eu des problèmes techniques. Avec des. Voilà, je recommande quand même de courir avec un slip parce que tu peux avoir quelques petites surprises. Même s'il y a les slips intégrés, mais quelquefois, c'est pas sur mesure. Ok, je comprends. Ouais. Mais oui, assez. J'aime bien, petite routine, petite tenue porte-bonheur, petite chaussure qui court vite, ouais. Et du coup, est-ce que au-delà de ça, tu te penses superstitieux ? Si tu as des chaussettes, une tenue un peu porte-bonheur, est-ce que tu te considères superstitieux, quoi ? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu fais attention ? Je fais attention. Vendredi 13, le chat noir. Alors, vendredi 13, chat noir, non, mais oui, j'aime bien. Oui. Justement, je vais te parler d'une étude qui s'est intéressée à l'impact des superstitions sur les performances. Et cette étude, elle est intéressante car elle apporte aussi un contexte un peu historique et scientifique, justement sur d'où nous vient cette appétence pour les superstitions, qui est finalement assez très humaine. Et donc, l'étude, déjà, ce que je pense, c'est qu'il faut définir ce qu'on entend par superstition, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent entrer en compte. Eux, ils la définissent comme des croyances irrationnelles qui relient des événements sans lien de cause à effet. C'est ce qu'on appelle aussi la pensée magique. C'est beaucoup étudié, notamment dans le coaching mental, tout ce qui est lié autour de la pensée magique. D'où ça vient ? Eh bien, selon eux, ça remonte à des milliers d'années. Les superstitions auraient aidé les humains à mieux gérer leur environnement, souvent
pour se protéger de l'inconnu, comme par exemple la peur du noir, ce genre de choses. Donc c'est vraiment en fait un sentiment qui nous vient de notre instinct de survie. Vraiment, voilà, c'est très viscéral en nous. Donc si t'es peut-être un peu plus primitif que les autres, quand il y a une part de lion un peu plus forte en toi quand vous êtes superstitieux. Et du coup, aujourd'hui encore, même de nos jours, même si on n'a plus vraiment besoin de se protéger des prédateurs nocturnes, les superstitions continuent d'avoir un rôle, notamment psychologique. Et l'étude explique que dans des situations assez stressantes, comme par exemple courir une course, ces croyances peuvent un petit peu nous donner un sentiment de contrôle aussi sur les choses. Et donc c'est ça, je suis stressé pour ma course, je mets mon slip porte-bonheur et du coup je contrôle un peu mieux. Ça fait comme un peu un effet placebo. Donc ça c'est assez intéressant. Du coup les chercheurs, ils ont essayé de mesurer si cet effet il est positif ou non. Est-ce que du coup tu veux savoir si, avec plaisir. Si ça a un effet ou pas ton petit je pense que oui, j'espère. Connaissant le pouvoir de l'effet placebo, j'espère en tout cas. Ouais, alors on va voir ça. Du coup les chercheurs ont fait un test, ils ont demandé tout simplement à des participants de réaliser des tâches simples avec leur petit rituel porte-bonheur et d'autres sans. Résultat, ceux qui avaient une superstition positive montraient de meilleures performances car ils se sentaient évidemment plus en confiance, plus capables. Donc morale de l'histoire, t'as peut-être raison d'avoir ton slip porte-bonheur. Conclusion parfaite. Nickel, je vais rien toucher alors. Je vais surtout pas le changer. L'étude ne finit pas là parce qu'on serait resté un petit peu sur notre fin. L'idée c'est de se dire, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont cette appétence à la superstition, donc au porte-bonheur, ils ont aussi le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, qu'est-ce que c'est ? C'est le côté porte-malheur. Et donc, ces personnes-là vont avoir tendance aussi à faire de la surinterprétation. Donc, être sensible à certains signes, comme le jour de la course, comme évidemment où est-ce qu'ils vont se situer, ils vont être très, très sensibles à certaines sensations, à ce genre de choses. Donc, ils vont être beaucoup plus réceptifs à ça. Et donc, finalement, les gains qu'ils vont avoir dans certaines conditions vont être vont leur porter aussi préjudice dans d'autres. Et donc, ça tendrait à s'équilibrer. Voilà. D'autant plus que ces personnes-là sont plus sujets aussi à des tocs et pourraient aussi avoir des contre-performances si, par exemple, sur la chaussette porte-bonheur, il en manque une parce que c'est courant. On a souvent en perte. Et donc, voilà, finalement, dans le ratio, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Et donc, ce serait finalement pas si intéressant que ça d'être superstitieux. Je suis désolé, je casse un peu un mythe, mais voilà, ça, dans certains contextes, ça peut t'aider, mais ça peut aussi... Il faudrait essayer d'être superstitieux que dans le côté positif. Voilà. Est-ce que toi, du coup, si tu les as pas, est-ce que tu vas penser que c'est moins cool ? Ça va plutôt ça. C'est plus... je sais pas. Je pense pas qu'on ait le choix, en réalité. Donc, en tout cas, c'est ce que tu dis, et c'est ce que recommande d'ailleurs l'étude en résumé. C'est-à-dire qu'il faut évidemment, on peut avoir ces outils pour mieux gérer le stress, mais il faut pas trop y prêter d'attention. Essayer de gérer ça plutôt avec modération et avec sourire. Là, c'est positif. Si vous y accordez vraiment trop d'attention, là, c'est négatif. Donc, voilà, il faut pas que ça devienne un poids. Au moins, c'est intéressant d'avoir une petite explication sur tout ça, parce que c'est vrai que c'est des rituels qui sont très populaires chez les coureurs. Donc, on a les fait. Mais travaillez votre vitesse, ça marche mieux que le slip porte-bonheur. Les petites lunettes de vitesse, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais indispensable pour courir vite. C'est vrai qu'on aurait pu le dire. Et voilà, les petites lunettes de vitesse, ça fait le job. Merci beaucoup, Tristan, pour cet épisode. On se donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode Dans la tête d'un coureur. Et puis à nos auditeurs, c'est eux, c'est dès vendredis, parce que c'est tous les vendredis. Tu les gâtes, hein. Et voilà, ils sont gâtés. Ça, c'est grâce à Campus. Voilà, c'est grâce au code promo DLTDC, un mois offert. Merci beaucoup, à très vite. À bientôt.